Donc, on va parler aujourd'hui de biodiversité et d'intelligence artificielle. Je m'appelle Thibault Lemoine, moi je suis directeur des activités entrepreneuriales d'INCO en France, en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc nous, on est des spécialistes de l'accompagnement d'entrepreneurs à impact. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir porter ce sujet et d'avoir un panel dédié à cette thématique de la biodiversité aujourd'hui dans le cadre du forum méditerranéen de l'IA. Donc le changement climatique et l'impact sur les écosystèmes se fait de plus en plus pressant. Le seuil des plus 1,5 degrés devrait être allègrement franchi avant 2030. Et avec ce seuil, hein, c'est tout l'impact que l'on connaît qui va continuer à grandir sur les écosystèmes, sur la nature, sur la biodiversité. Donc les conséquences sont désastreuses et nombreuses. Et l'espace méditerranéen est en première ligne face à ces transformations. À l'heure de la COP 30 qui a lieu en ce moment même au Brésil, on a pensé que c'était important d'amener ces sujets aussi ici aujourd'hui sur ce forum de l'IA, puisque sur la COP 30, on parle de l'intelligence artificielle et beaucoup pour en discuter sur les questions que ça pose sur l'empreinte environnementale de l'IA. Mais ici, on a voulu plutôt mettre en lumière les solutions, avoir une approche plus constructive que l'IA peut apporter face à ces défis. Donc, effectivement, l'IA, si elle est bien orientée, ça peut être une formidable opportunité de développement pour amplifier l'impact des solutions durables et responsables. Et donc, ce panel, il va permettre de porter ce regard constructif sur l'intelligence artificielle, d'explorer quelles solutions concrètes ces technologies peuvent apporter aux enjeux environnementaux en Méditerranée, et particulièrement autour des enjeux de l'économie bleue et de la protection de la biodiversité. Donc, quels acteurs s'en saisissent, comment, quelles solutions pour les accompagner. Et donc, pour répondre à ces questions, nous avons 4 merveilleux intervenants qui vont m'aider et nous partager leur lumière. Et on va commencer tout de suite par interroger Rim Benzina. Donc, vous êtes présidente de la Saison Bleue. Vous êtes la locale de l'étape, vous êtes tunisienne. De votre point de vue, qu'est-ce que la spécificité de la biodiversité en Méditerranée? Merci pour cette invitation. Merci de partager ce panel avec vous tous. Effectivement, je suis présidente de la Saison Bleue qui a été créée en 2018. Et vous me direz pourquoi la Saison Bleue? Parce que je pense que la Méditerranée doit être un espoir, doit être une saison, une sorte de porteuse de solutions. Et le bleu, parce qu'on traite les sujets de la Méditerranée. Et dans cette essence même de la Méditerranée, en fait, on se rend compte qu'elle représente 1% de l'océan, mais qu'elle est riche en biodiversité. Elle représente 17 000 espèces endémiques. C'est une force au niveau du transport maritime, puisqu'elle représente 20% du transport mondial. On voit les pêches, les aquaculteurs, tous ces secteurs qui se développent et qui font de la Méditerranée une mer unique. Et nous, en tant que Tunisiens, on a ces 1300 kilomètres en comptant uniquement le littoral, mais qui dépassent en comptant les îles. On a une biodiversité riche, on a le plus grand bassin pour la Posidonie, on a la seule oasis maritime qui est au golfe de Gabès, mais qui se meurt malheureusement. Et tout ça fait qu'on s'est réveillé en nous disant il faut préserver cette richesse et il faut promouvoir cette économie bleue qui représente pour le bassin méditerranéen 3% de PIB pour les pays, mais en chiffres, c'est plus de 650 milliards de dollars. Et dans ces 650 milliards de dollars, on a un emploi pour 4 500 000 personnes dans les activités d'économie bleue. On a le tourisme qui représente à peu près 20%. On a aussi le transport que j'ai énuméré tout à l'heure et l'aquaculture et la pêche dont 20% vont pour tout ce qui est aquaculture. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on a de l'économie bleue durable en Méditerranée, qu'on souhaiterait qu'elle soit durable, mais régénérative aussi, et que nos actions, par le Forum mondial de la mer, par le Blue Africa Summit que nous organisons, sont des plateformes pour permettre
à tous ceux qui sont autour de nous de pouvoir échanger avec des experts, avec des acteurs économiques, avec des scientifiques, avec des ONG, pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, apporter des solutions innovantes et s'adresser donc à à tout le bassin, que ce soit la rive sud, la rive nord, est. On est un seul, une mer méditerranéenne. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Rim. Cécile Coupry, vous êtes directrice régionale pour l'Afrique du Nord de l'AFD, l'Agence française de développement. Comment l'Agence française de développement s'empare de ces sujets de biodiversité en Méditerranée? Alors, j'ai eu la chance de participer à plusieurs des forums ou rencontres organisées par RIM, Benzina, et avec en plus la préparation de l'UNO. Et en plus, il y a eu la préparation de l'UNOC au mois de juin. Et donc, les équipes de l'AFD ont beaucoup réfléchi sur ces sujets d'océan ou de mer. Et on a un peu formalisé une stratégie de l'AFD pour la protection des océans. Donc, il y a ce volet économie bleue dont parle remarquablement RIM. Et il y a deux autres volets auxquels on participe, qui est d'abord la dépollution. Donc, pour sauvegarder la mer, la dépollution. On a, par exemple, en Tunisie, un programme Dépolmed. J'étais hier à Rades pour visiter la station de traitement de Sud Méliane, donc en Tunisie, mais en Égypte et dans d'autres pays, en Turquie aussi, sur la rive nord. Donc, volet dépollution, un peu sur les plastiques, un peu... Voilà. Et le troisième volet, c'est la protection. Et donc, la protection, c'est avoir des aires protégées, que ce soit des aires dans la mer ou sur le littoral. Donc, on a un projet qui s'appelle RESTCOM, renforcer la résilience des écosystèmes en Méditerranée, qui couvre l'ensemble du bassin. Et l'année dernière, on a ajouté 2 millions d'euros pour avoir 5 sites supplémentaires en Afrique du Nord. Donc, sur le budget de la direction Afrique du Nord, on a signé ce partenariat au mois de juin à Nice, et c'est avec la fondation Tour du Vala, donc avec vraiment la société civile qu'on fait ça. D'accord, des actions, vous m'entendez? Des actions concrètes sur le terrain, donc sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Je me tourne maintenant vers vous, Rachad. Donc vous êtes un entrepreneur marocain. Donc vous, de votre point de vue, d'où vous êtes, qu'est-ce que vous constatez sur l'impact du changement climatique, sur la biodiversité, ce que vous voyez autour de vous dans votre écosystème? Ok, merci encore pour la question. Déjà, pour commencer, je vais rapidement rappeler ce qu'on n'entend par biodiversité. Et la biodiversité, c'est tout ce qui vit et interagit autour de nous. Et on a les plantes, les animaux et aussi le vivant autour de nous. Et aujourd'hui, on a plusieurs écosystèmes, surtout quand on vient en Méditerranée. En Méditerranée, il y a les oasis, les forêts, et aussi les zones côtières, les terres agricoles anciennes, qui font que ces zones sont vraiment très importantes à préserver. Et on a aussi aujourd'hui l'impact du changement climatique dans plusieurs enjeux. Et quand je prends par exemple l'exemple du Maroc, on a le changement climatique, le stress hydrique, qui sont des enjeux qui font aujourd'hui que ces écosystèmes sont vraiment menacés. Et quand je vais plus en profondeur, par exemple dans la zone de Drata Filalet au Maroc, où on produit assez de dattes, cette région est une oasis et on a beaucoup de problèmes parce que les agriculteurs peinent à trouver des solutions pour des enjeux comme le béyoud, qui sont des maladies qui attaquent les palmiers dattiers. Donc aujourd'hui, les écosystèmes oasis et aussi les écosystèmes marins dans la Méditerranée sont vraiment menacés. Et il faut vraiment l'effort de tout le monde, de toutes les parties prenantes pour pouvoir résoudre ces enjeux qui sont liés à la perte de la biodiversité et aussi à la préservation de l'environnement. Donc, nous, à Greenleaf AI, nous taclons ce problème et nous essayons d'évoluer avec les autres acteurs de l'écosystème pour cela. Merci. Merci. Donc, vous présenterez Greenleaf AI tout à l'heure et justement, bah, c'est ce constat des maladies sur le palmier dattier qui vous a poussé à développer ces solutions. Vous nous expliquerez comment
l'IA est un vrai outil qui permet de résoudre cette problématique. Avant ça, je voulais me tourner vers vous, Guilhem. Vous êtes vice-président chez INCO et donc vous êtes plutôt en avance et visionnaire en fait sur les innovations qui émergent sur l'espace méditerranéen, sur ces questions de la biodiversité. Quel est votre point de vue sur la spécificité de la Méditerranée sur ces questions? Merci et très content d'être là avec vous. Et c'est intéressant dans un espace particulier et unique en Méditerranée. On voit qu'on est face à des défis, des problèmes qu'on rencontre en mer. Il y a malheureusement aussi leurs cousins, les problèmes et les défis qu'on rencontre sur Terre. Et ces sujets de biodiversité, c'est finalement quelque chose qui nous lie assez largement et auquel nous on s'intéresse depuis longtemps. Euh, on disait 1% seulement de la surface maritime. Pour autant, bah, je regardais en préparant, c'est 46 000 km de côte, la Méditerranée. C'est un tout petit peu plus que le tour de la Terre, si on fait le tour par l'équateur. Donc c'est quand même assez large. Il y a une vingtaine de pays donc, qui, du coup, peuvent s'unir pour essayer de travailler sur des solutions pour la mer, mais aussi, du coup, pour la Terre. Nous, chez Inco, en fait, on aime bien être un petit peu en avance et essayer d'imaginer l'économie de demain. Donc, c'était parfait pour nous de discuter de ces sujets. Nous, on s'intéresse à l'économie de l'impact social et environnemental. Ici, on parle plutôt d'impact environnemental, même si je suis à peu près sûr que sur beaucoup de ces sujets, on peut y trouver beaucoup d'impact social. Ce qu'on se dit, c'est que à toute contrainte, une opportunité. Donc là, les problèmes sont terribles. On a beaucoup de défis à relever. Pour autant, on se dit que cette résolution peut créer de la richesse, peut créer de l'économie et apporter des choses nouvelles. Et nous, notre vision de ça et notre rôle plutôt, c'est d'essayer de se dire comment est-ce qu'on est un pas devant avec des partenaires comme l'AFD, comme bientôt la saison bleue et avec des événements comme ceux de Bizerte ou de Tanger pour inspirer et créer des conditions qui vont demain permettre d'avancer, d'accélérer sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc, on a pu poser le sujet de la biodiversité en Méditerranée et on voit qu'effectivement, par ses spécificités, sa géographie, elle a un rôle à jouer dans la protection de la biodiversité. Alors ici, on est quand même au forum méditerranéen de l'IA, de l'intelligence artificielle. Donc, on doit quand même aborder ce sujet. On l'a pour l'instant pas évoqué. Justement, comment cet outil, qu'est l'intelligence artificielle, peut apporter des solutions à ces défis. Est-ce que c'est un vrai outil? Est-ce que c'est juste un gadget? Et je voulais entendre d'abord Rachad là-dessus, puisque vous avez créé une startup qui s'appelle Greenleaf AI, qui utilise une couche d'IA pour répondre à une problématique que vous allez nous présenter. Ok, merci encore pour la question. Comme je le disais tout à l'heure, la Méditerranée, c'est un écosystème très riche, mais aussi fragile, vu les problèmes qu'on rencontre dans ces pays qui font la Méditerranée. Et plus précisément au Maroc, dans la région du Zagora, on a aujourd'hui plus de 15 millions de palmiers dattiers qui ont été détruits à cause des maladies comme le béyoud, la brûlure noire et autres. Donc, actuellement, en fait, comment cela se passe? Quand on va dans ces écosystèmes des oasis, on a plusieurs palmeraies de dattiers qui produisent les dattes. Et aujourd'hui, à cause du changement climatique et aussi à cause de plusieurs autres facteurs, ces écosystèmes sont confrontés à plusieurs maladies. L'une des maladies, c'est le béyoud. Et quand le béyoud attaque le palmier dattier, après quelques mois, on constate que les feuilles du palmier commencent par jaunir. Et la fusariose aussi est aussi un autre facteur. Et quand cela attaque les palmiers, les feuilles commencent par devenir secs. Ce qui fait que toute la palmeraie peut être touchée. Et aussi, l'eau constitue un facteur de propagation de ces maladies parce que la maladie attaque les racines. Et quand ça attaque un palmier, l'eau peut entraîner la maladie vers les autres palmiers. C'est en fait l'eau de ruissellement, quand l'irrigation n'est pas bien faite, quand ce n'est pas fait goutte à goutte. Ça fait que toute la palmeraie peut être attaquée, ce qui cause ensuite toute la palmeraie est sec et on peut avoir l'effet de brousse, ce qui fait la destruction de la biodiversité. La faune est menacée et aussi la flore. Et actuellement, les agriculteurs, pour pouvoir faire face à cela, utilisent des produits chimiques et aussi des pesticides, ce qui n'est pas vraiment bon pour l'environnement. Donc, nous, à Greenleaf AI, pour pouvoir aider les agriculteurs à mieux gérer ces maladies et aussi à protéger leurs revenus et à faire plus de récoltes, nous avons mis en place une solution d'IA, une application mobile qui permet à ces agriculteurs de détecter très tôt en fait, les maladies et de passer à l'action plus tôt avant qu'il ne soit très tard.
Et comment cela marche? Il suffit juste de prendre l'application, faire une photo du palmier et les feuilles et superposer cela à notre base de données. Et je rappelle que notre base de données, ce sont les données locales en fait. Nous avons collecté les données. Nous étions sur le terrain avec les agriculteurs où nous avons collecté les données pour pouvoir construire notre base de données avec la technologie YOLO. Et quand la photo est prise, elle est interposée avec notre base de données. Ensuite, on donne le résultat, si le palmier dattier est malade ou pas. Et en fonction du résultat, on donne des recommandations, soit des recommandations préventives, soit des recommandations curatives. Donc, c'est un peu comme ça l'application marche, ce qui fait vraiment que c'est pertinent pour nous. Avec les données locales, ça permet vraiment de voir si le palmier dattier est malade avec un taux de précision allant jusqu'à 90%. Et la solution a été reconnue dans plusieurs, au niveau national comme aussi au niveau international grâce à plusieurs entreprises. Et ça a aussi reçu le soutien du campus AFD qui accompagne aussi notre solution. Merci. C'est une très belle transition puisqu'on abordera ce sujet, donc ce programme dont vous parlez avec Cécile Coupry tout à l'heure. Juste avant, je voulais vous entendre, Rim, puisque des solutions avec le Forum mondial de la mer que vous organisez à Bizerte, je pense que vous devez en voir beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en partager, ces solutions qui peuvent inspirer, donner des idées? Effectivement, on disait tout à l'heure que la Méditerranée subit, elle est face à des défis du changement climatique, pollution, surpêche, pêche illégale, etc. Et effectivement, lors de notre forum, on propose les solutions parce qu'on ne fait plus de forum pour lister les problèmes, mais pour apporter des solutions. Et parmi celles qu'on peut noter, il y en a pas mal. Il y a par exemple Mercator qui travaille grâce à des satellites, mais qui collecte les données et qui peut donc les analyser. Et il y a un travail prédictif avec l'IA, c'est-à-dire que cette analyse de données va permettre à l'IA d'anticiper par rapport à l'érosion, par rapport aux côtes du littoral, par rapport aux pollutions, puisqu'on va pouvoir détecter les amas de déchets de plastique quelque part, vu que par les imageries de satellites, la couleur de l'océan ou de la Méditerranée change. Et donc, on se dit, voilà, à cet endroit, il y a plus de débris, de déchets plastiques qu'ailleurs, et on peut lancer une campagne de nettoyage. Donc C'est visible c'est depuis visible, l'espace. effectivement. Ok. Et Mercator, comme Copernicus, mettent ça à la disposition de tous ceux qui veulent utiliser ces plateformes. C'est très important. Je pense aussi à CMA CGM avec donc il a monté une start-up avec Google pour pouvoir mettre en place de nouveaux itinéraires en Méditerranée et ailleurs, sur les océans, mais aussi du coup de baisser son émission en CO2. Et c'est très important pour le transport maritime. Je pense aussi par exemple à Atlan Space, qui a mis en place des satellites, effectivement, imagerie, mais qui est détecté et analysé par l'intelligence artificielle et qui sert à suivre et à détecter les navires de pêche et qui surtout font de la pêche illégale. Et donc, du coup, prévenir et envoyer soit les gardes-côtes, soit quand ils rentrent au port, les détecter. Il y a aussi une start-up tunisienne qui s'appelle Exypnotech et qui travaille sur tout ce qui est ferme aquaculture, donc des aquacoles, où ils mettent en place des robots, mais pour ne pas effrayer les poissons parce qu'ils sont très fragiles, etc. Donc, c'est des robots qui sont sous forme de poissons et qui collectent la donnée. Et cette donnée sert à prévenir les maladies, sert à avoir la quantité de poissons et les poissons qui vont être reproduits, etc. Donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, fait partie de l'économie bleue durable, fait partie de nos secteurs comme solution pour prévenir, anticiper, donner aussi à des acteurs locaux la bonne manière d'aborder et d'exploiter les ressources marines tout en les préservant, les régénérant. Très bien, oui, ce que je comprends, ça génère beaucoup de données, en fait, tout ce qu'on peut capter autour des éléments de biodiversité et de l'intelligence artificielle. C'est pas juste un gadget, ça permet vraiment de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant pour anticiper et prévenir. Cécile, je me tourne vers vous. En tant que directrice régionale de l'AFD, quels sont les exemples, les solutions concrètes que vous avez rencontrées sur le terrain, sur ces enjeux?
Oui, moi je voulais justement revenir sur le rôle de l'IA. En fait, qu'est-ce que ça change? Je trouve que les exemples qu'on a eus, et Mm. je vais en donner d'autres, mais ça montre bien que l'IA, en fait, en préparant la séance, on disait c'est comme avoir un cerveau renforcé. Ça va nous permettre de travailler sur des données, sur des temps beaucoup plus longs, dans des espaces beaucoup plus grands, et ça va nous permettre d'aller plus loin. Mm. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, elle n'est pas toute seule, elle est avec les technologies parce que les données, il faut les capter et d'où l'importance aussi de tout ce qui est satellitaire, géospatial. Donc, c'est un continuum et effectivement, ça va nous permettre de mesurer, de prédire, de prioriser. Donc à chaque fois, on a ce mouvement-là et derrière, après, il y a quand même l'action humaine dans la solution. Ça sert parce que l'agriculteur, il va réagir. Et effectivement, moi, en réfléchissant à votre question, le premier sujet qui me venait, c'est tout le sujet de l'agriculture et du stress hydrique, puisqu'on sait qu'en Afrique du Nord, c'est vraiment la plus grande priorité. Et donc, moi, je réside au Maroc. Et bon, vraiment, il vous explique qu'il y a eu 7 années de sécheresse. Les barrages, là, il y a eu des pluies, on est monté à 31%. Donc, ça vous montre. Ok. Donc, c'est vraiment un sujet très aigu. Et il y a tout un travail sur les technologies de l'irrigation. Et donc, et là, je comprends que bon, les technologies de l'irrigation, c'est très large, mais qu'il y a aussi de l'IA pour savoir à quel moment j'irrigue de quelle manière. Donc ça, c'est un premier exemple. L'AFD travaille aussi beaucoup sur la forêt. On a des grands programmes forêt en Turquie et au Maroc, notamment, avec l'augmentation du couvert forestier. Et ces programmes, on les conçoit comme des programmes d'échange avec l'Office national de la forêt. Parce que vous savez que malheureusement, le sud de la France est en train de devenir comme la Turquie ou le Maroc. Et donc, il y a des programmes d'échange d'espèces, il y a tout un travail sur les espèces. Voilà. Dans la forêt, il y a aussi ce sujet d'observation géospatiale pour voir comment se portent les arbres, qu'est-ce qu'il faut faire et quels sont les traitements. Le troisième exemple que je voyais, puis je m'arrêterai là parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est les problèmes d'érosion côtière et les enjeux de restauration écologique. J'allais dire, en Méditerranée, on a la chance qu'il n'y a pas trop de houles et de vagues. Sur la côte marocaine, c'est quand même très impressionnant. Et sur la côte atlantique française, ça devient vraiment un gros sujet. Mais même en Méditerranée, il y a ce sujet de l'érosion. Et l'IA, en fait, nous permet de simuler l'augmentation du niveau de la mer et de concevoir à l'avance les sujets d'adaptation. Donc, par exemple, l'Agence française de développement finance l'Agence nationale des ports au Maroc et l'ANP travaille beaucoup là-dessus, sur le sujet de l'adaptation des ports. Comment est-ce qu'ils doivent travailler sur leurs digues pour tenir compte de ces choses-là. Et là, c'est vraiment très technique. Il y a beaucoup d'IA. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est impressionnant de voir qu'il y a déjà toutes ces solutions et ces initiatives qui existent. Et justement, Guilhem, avec INCO, on accompagne des innovations, des innovateurs, des entrepreneurs. Quels exemples on a dans voilà, l'écosystème INCO ou autour? Bah, alors, moi, j'aime bien les solutions où on n'attend pas vraiment l'IA et je pense que l'exemple que je vais vous donner, on l'attend pas vraiment ici non plus, mais moi, je l'aime bien et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé depuis quelques mois et qui, je pense, peut-être est pas si loin d'être transposable sur d'autres applications. Nous, on a beaucoup travaillé ces derniers temps avec une startup des Pyrénées qui s'appelle Elda Technologies. Alors eux, ils s'occupent de la montagne et de la neige. Vous me direz, il n'y a pas trop de liens sur le bassin et pourtant, en France, c'est un sujet qui nous questionne parce qu'en fait, il y a une grande économie de la neige. Évidemment, il fait plus chaud. Il y a des problèmes de stress hydrique. Il y a des endroits où il n'y a plus de neige. Ils ne peuvent plus travailler. Donc, le gros problème se pose. Et je vous passe tous les débats peut-être un peu plus philosophiques et conceptuels sur est-ce que le ski c'est bien ou pas bien et les sujets autour de la neige de culture. Eux, c'est les jeunes de Super Héros, donc qui ont commencé quand ils étaient en études à Toulouse, à créer un modèle de captation, un modèle de traitement. C'est-à-dire qu'ils utilisent des drones et des capteurs LIDAR, qui sont des capteurs qui mesurent la hauteur en fait entre le point du drone et le sol. Et en faisant des comparaisons de ces relevés sur une station de ski en une quinzaine de minutes, bah, ils arrivent à dire quelle est la hauteur de neige exacte
entre le sol et la neige qui est tombée ou qui a été produite par la station d'ailleurs à grands coups d'eau et d'énergie. Et je crois que vous me voyez venir. Aujourd'hui, tout ça, c'était pas possible. Et en fait, ces stations, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient besoin de plus de neige sur les pistes, ils allaient faire plus d'eau, plus d'électricité, plus de stress hydrique et engager un cercle un petit peu complexe. Eux, ce qu'ils proposent, c'est de très vite avoir un modèle data et prédictif qui permet de dire là, j'ai un stock de neige juste à côté, j'ai pas besoin d'en produire plus, je peux le ramener et je peux le gérer de manière beaucoup plus durable. Alors, l'économie du ski, et probablement comme pas mal de sujets économiques en Méditerranée, c'est une économie assez conservatrice. Évidemment, il y a des marchés, il y a des acteurs qui ont l'habitude de travailler d'une certaine manière et ils n'avaient pas tellement envie de changer leurs habitudes. Si ce n'est qu'à un moment, parce que de cette contrainte, une opportunité avec l'IA a été trouvée. C'est des économies, concrètement, quand ils dépensent moins d'eau et moins d'électricité, au-delà de faire du bien à la planète, ils dépensent moins d'argent. Et donc, ils peuvent travailler un petit peu plus longtemps. Et en fait, cette solution, rapidement, arrive à s'implanter et probablement se généraliser dans l'ensemble des massifs français, voire plus largement, puisque c'est une problématique partagée. Aujourd'hui, et j'en parle pourquoi? Parce que ce sujet de pénétrer un marché qui est compliqué, qui n'existe pas encore, qui est un petit peu nouveau, pour le transformer et non pas l'arrêter ou être dogmatique dessus. En fait, je pense que c'est exactement ce qu'il faut qu'on essaye de faire et de penser, d'imaginer sur la biodiversité et l'économie bleue en Méditerranée. Et par ailleurs, je pense que ce sujet drone, lidar relevé peut donner des usages qui sont incroyables, notamment artificialisation des sols ou d'autres choses, ou le trait de côte par exemple, qui pourraient être géniaux. Donc ces ponts-là sont définitivement à bâtir et il y a de très beaux exemples. Merci, effectivement, un exemple original, mais c'est vrai que le cas d'usage de l'économie de montagne est intéressant, parce que justement, on voit que l'impact en fait du changement climatique sur la biodiversité, il a aussi un impact sur des pans entiers de l'économie. Donc on parle de tourisme de montagne, mais on peut aussi parler pour l'économie bleue du tourisme ici en Méditerranée. La question qu'on se pose en allant un peu plus loin dans la réflexion, au-delà de être l'IA comme un outil qui répond à des problématiques, à des défis, ponctuellement, là où on voit que ça peut servir et apporter une accélération, on se rend compte avec l'économie bleue que c'est peut-être un nouveau pan de l'économie qui se développe, qui est aussi une opportunité économique, et que l'IA, ça peut être un vecteur de développement de cette économie. Donc, je pose cette question, je vais vous laisser me répondre. Et on parle d'économie bleue, donc évidemment, Rim, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que qu'il y a cette nouvelle économie qui émerge et qui est une opportunité pour la Méditerranée? Écoutez, l'économie bleue, elle a émergé, ce fut un bout de temps, mais avec l'IA, c'est vrai que elle devient peut-être un peu plus sereine. On va essayer de dire ça comme ça, on l'imagine, hein. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui dérangerait une économie? C'est de ne plus avoir les ressources sur lesquelles elle se base. Les ressources, c'est par exemple les poissons, les bancs de poissons. Et ça, l'IA est très importante parce qu'elle va nous donner une estimation sur les stocks de poissons en Méditerranée. Et donc, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont dans l'économie de la pêche ou de l'aquaculture. L'autre pan que vous avez, l'autre secteur, c'est le tourisme. Effectivement, aujourd'hui, on se tourne vers un tourisme qui soit un écotourisme, qui préserve la nature, la biodiversité, etc. Mais il a besoin aussi d'avoir ces plages, cette mer dépolluée, propre. Et l'IA peut contribuer dans ce sens pour tout le secteur du tourisme en mettant en place les campagnes de nettoyage, en faisant en sorte de prédire qu'une plage va diminuer parce qu'il y a les houles, parce qu'il y a l'érosion, parce qu'il y a tous les effets, et donc d'anticiper en amont avec des digues ou avec une prédiction sur la construction urbaine, etc. Donc effectivement, tout ce qui est économie bleue devient très important, devient dans l'innovation, et je veux dire que on s'est longtemps intéressé à une économie verte. On parle tout le temps d'économie verte. En Tunisie, on a besoin aussi de se tourner vers l'économie bleue, d'en tirer profit, de voir qu'il y a des opportunités extraordinaires, que ce soit pour les pêcheurs, femmes ou hommes d'ailleurs, que ce soit dans l'aquaculture, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour les câbles, tout ce qui est aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a toute l'économie bleue qui
met en relation des pays grâce à des câbles sous-marins. Donc tout ça est à prendre et il faut le faire. Il faut sauter sur l'occasion aujourd'hui, avant demain, pour construire notre économie bleue qui soit durable, je le répète, régénérative, parce que c'est rentré dernièrement dans le dictionnaire, on va dire, de l'IUCN, qui est l'Union internationale de la conservation de la nature, et donc donner, prendre, mais en même temps rendre et rendre bien. Donc effectivement, profiter des ressources de la biodiversité, tout en faisant en sorte de reconstruire soit des aires marines protégées, soit de respecter un temps pour laisser les espèces se reproduire et se renouveler. Donc tout ça est important pour l'économie bleue durable. Voilà. Et pensez aux femmes. Les femmes, la science et les femmes. Bien sûr, merci. Et Cécile Coupry, justement, en tant qu'institutionnelle, pour vous, comment on crée les conditions de développement, d'accélération, on va dire, du développement de cette économie bleue avec de l'intelligence artificielle? Oui, en fait, moi je vois qu'il y a un lien entre IA et politique, et j'allais dire dans les deux sens. Donc, qu'est-ce que c'est que la politique de l'IA? En fait, c'est une gouvernance de l'IA. Bon, en arrivant, on a entendu la fin du panel tout à l'heure, et j'ai entendu l'exposé de Maître Hint Ben Miloud, et c'était très convaincant. Je vais pas tout redire, mais ça a été dit ce matin aussi sur le fait que dans l'espace euro-méditerranéen, nous avons des valeurs en commun. Nous souhaitons une IA pour les populations, pour tout le monde, inclusive, et que ça se traduit par la mise en place d'une gouvernance de l'IA, d'une régulation. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Et dans l'autre sens, nous, à l'AFD, on est toujours aux côtés des pays, on cherche à participer à l'élaboration de stratégies dans les différents domaines. On pense qu'il faut avoir une vision à moyen long terme dans le domaine de la Méditerranée, de l'agriculture, la santé. Et en fait, ces stratégies, elles doivent être fondées sur des connaissances. Et l'IA, vraiment, est un moyen d'améliorer nos connaissances et donc d'avoir des stratégies qui vont être plus solides. Voilà. Donc, ce sujet des politiques, on voit aussi, nos services ont travaillé sur un indicateur de l'IA pour voir quelles sont les capacités des pays, enfin, quel est le potentiel des pays dans l'IA. Et on voit que certains pays sont plus ou moins avancés, notamment sur ces sujets de gouvernance. Donc, en Tunisie, je comprends qu'il y a déjà une loi sur l'IA, et donc ça donne un cadre favorable. Et nous, en tant qu'institutionnels, on peut appuyer les pays à développer de tels cadres. Donc ça, c'est le sujet gouvernance. Si j'ai encore quelques minutes, j'aurais envie de parler de l'IA et des talents. Alors, il faut que j'aille vite, mais ça a été bien dit ce matin. Pour travailler dans l'IA, il faut des talents. Et l'Agence française de développement appuie beaucoup les pays dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et même de l'enseignement supérieur. Bon, dans mon intervention précédente, j'ai beaucoup parlé du Maroc. Alors là, je me rattrape. Je parle de la Tunisie. Et hier, j'étais aussi visiter l'ENIB. C'est la nouvelle école d'ingénieurs de Bizerte. Et ils ont déjà 3 départements ouverts. Et ils vont ouvrir un 4e sur tout ce qui est informatique IA. Et donc, je comprends qu'en Tunisie, il y a vraiment beaucoup de compétences. Et ça, on cherche à le soutenir. Et je l'ai un peu interpellé en lui disant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très dynamique, c'était très convaincant tout ce qu'il me montrait. Et donc, il voulait un financement supplémentaire pour l'ENIB. Et je lui ai dit, mais moi, en tant qu'AFD, j'ai envie d'accompagner tout le système tunisien. C'est pas que l'ENIB, c'est comment vous travaillez avec vos camarades des autres écoles d'ingénieurs. Quels sont vos programmes? Je pense que l'IA, je disais, ça nous amène à travailler de manière plus large et qu'on a un besoin de mise en réseau scientifique, de la recherche, que ce soit en Tunisie, en Afrique du Nord, avec l'Europe. On est plus petit que les États-Unis, mais du coup, c'est important qu'on joigne nos forces. Et dans la recherche, ça sera fructueux. Et enfin, je voulais insister sur toute la dimension d'écosystème, d'entrepreneuriat. Une des richesses de la rive sud méditerranéenne, c'est sa jeunesse, c'est cette dimension entrepreneuriale. On cherche à soutenir les écosystèmes, on a Digital Africa, et on cherche à soutenir les entrepreneurs.
Et notamment, on le fait par le programme NAPTA. Je pense que le mieux, c'est que ce soit un participant qui en parle. Oui, exactement, parce que Rachad est un participant du programme NAPTA. Qu'est-ce que le programme NAPTA en une petite minute et voilà pourquoi vous avez participé à ce programme-là? Ok. Merci encore pour la question. NAPTA, c'est un programme qui permet aux entrepreneurs de pouvoir développer leur projet qui consiste à vraiment préserver la Méditerranée. Donc, mon projet, comme je l'ai dit au début, c'est Green Leaf AI, où nous utilisons la puissance de la technologie, c'est-à-dire l'IA, pour préserver les écosystèmes oasiennes, c'est-à-dire au niveau des palmiers dattiers. Et pour revenir un peu à la question de l'économie bleue, aujourd'hui, plus de 15 millions de palmiers dattiers ont été détruits au Maroc et aussi en Tunisie à cause des maladies comme le BIOU, de la fusariose. Donc, et dans ces écosystèmes, l'eau est un agent qui propage la maladie. Et grâce à notre modèle IA qui a été entraîné avec nos données locales, on peut dire à l'agriculteur que faire quand il a telle maladie ou bien comment faire pour prévenir telle maladie. Parce que l'eau, quand ça attaque le palmier, ça peut propager la maladie vers les autres palmiers et ainsi de suite. Toute la palmeraie peut mourir, ce qui va causer ensuite des feux de brousse et la perte de la biodiversité. Donc, ce que nous on fait, c'est d'aider les agriculteurs à déjà savoir quelles pratiques d'irrigation utiliser. Parce que quand l'irrigation est mal faite, ça fait que la maladie est propagée. Donc, quand ils utilisent notre modèle IA, c'est-à-dire notre application IA, ils savent en même temps quel type d'irrigation il faut faire. Parce que dans les écosystèmes oasiens, ils utilisent actuellement l'irrigation par ruissellement, ce qui n'est pas vraiment bien. Ça peut propager la maladie d'un palmier à un autre. Donc, on leur dit, comme conseil par exemple préventif, d'utiliser l'irrigation goutte à goutte, ce qui va préserver la transmission de la maladie d'un palmier à un autre. Donc, c'est vraiment important l'économie bleue aussi dans notre solution et les ressources en eau. C'est aussi capital de gérer les ressources en eau également. Et l'IA constitue vraiment une force que nous devons exploiter tous. Et je pense qu'il y a un enjeu capital qui se pose parce que les agriculteurs, quand nous étions allés vers eux, parfois certains trouvent de la difficulté à utiliser l'application. Et c'est vraiment utile de les faire approprier cela. On ne peut pas faire sans la technologie. On doit essayer de faire approprier cette technologie aux agriculteurs et à base, doucement, doucement, ils y arriveront en fait. Et aussi, il y a la question d'éthique. D'autres ont peur de l'IA. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble avec les agriculteurs, avec tout l'écosystème, toutes les parties prenantes pour pouvoir vraiment faire émerger les solutions d'IA qui sont vraiment des outils aujourd'hui, pas comme des ennemis en fait. Merci beaucoup. Mais ma question, c'était le programme NAPTA. Vous qui êtes participant, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, effectivement, NAPTA, c'était un an de formation parce qu'on a eu 9 mois d'accompagnement déjà. Il y avait des formations, on a eu plusieurs mentors et déjà il y avait une première phase où on a pu travailler notre business model, notre plan d'affaires, comment vraiment, c'est quoi la biodiversité et comment vraiment protéger la biodiversité avec notre solution. Et l'accent a été aussi mis sur la partie modèle économique parce qu'on a eu des mentors qu'on recevait peut-être chaque 2 semaines pour pouvoir nous guider, nous orienter sur comment vraiment créer de l'impact dans la Méditerranée et aussi préserver la biodiversité. Et actuellement, nous sommes à Tunis pour une retraite qui nous permet encore de faire plus parce que dans cette retraite, on a l'occasion d'aller sur le terrain, de faire des déconnexions totales avec tout et d'expérimenter encore l'écosystème au niveau de la Tunisie où beaucoup de choses se passent. On a été voir un écosystème, une zone humide ici. En Tunisie, c'était vraiment formidable ce que les pêcheurs font pour pouvoir conserver cette zone humide et ce que aussi l'IRD et l'AFD font dans ce sens. Vraiment, je vais profiter pour remercier Campus AFD, INCO, qui nous ont vraiment accompagnés dans ce programme. Et l'aventure est longue et on a beaucoup à faire encore ensemble. Merci. En fait, je n'étais pas fishing for remerciements, mais c'était pour illustrer que quand je parlais de la mise en réseau et qu'il faut qu'on unisse nos forces, en fait, on a conçu NAPTA parce que vous êtes combien? Une quinzaine, une vingtaine? Vous êtes 25. Donc, il y a tout cet accompagnement et ça montre, pour nous, il faut qu'il y ait à la fois du financement. Dans la keynote, on nous a bien dit, les capacités sont presque infinies, mais il faut du financement. Et je pense qu'il faut de l'accompagnement aussi. Voilà.
et cette mise en relation. Et justement, en parlant d'accompagnement, Guilhem, je me tourne vers vous. Vous êtes l'accompagnateur du panel. Pour terminer cette table ronde, comment vous voyez, vous, cet accompagnement de cette nouvelle économie avec l'IA? Bah, quand on parle de nouvelle économie, on parle de créer des espaces qui n'existent pas forcément encore, ou en tout cas qui sont un peu compliqués à pénétrer. Et quand je me tourne, je vois IA et biodiversité, on se dit que c'est un peu irréconciliable si on regarde les deux mots. C'est des sujets qu'on aime bien et qu'on a appris il y a longtemps à accompagner différemment. Au tout début, nous, on s'intéressait à la finance à impact avec Inco, finance, impact, IA, biodiversité. Vous voyez que c'est des notions qui sont compliquées à rapprocher. Comment on fait? Du réseau et de la mise en réseau, de la collaboration, de l'énergie et de la persévérance. Et de là, on est arrivé à créer certains programmes et travailler pour des accompagnements comme celui qu'on a mené avec les équipes de Tunis, de d'Inco, avec Napta. Mais globalement, quand on veut essayer de faire émerger cette économie, ce qu'il faut, c'est convaincre. Et au départ, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui et un petit peu tous les jours en ce moment. Inspiré, probablement, avec des histoires comme celle qu'on a pu raconter. Et aussi, merci de l'avoir partagé, Rachad, la tienne et cette entreprise. Et ensuite, à plusieurs, on est meilleur et on se sent moins seul. Enfin, c'est un message qui ressortait beaucoup hier de l'événement NAPTA qu'on a fait. Être ensemble, accompagner, renforcer. Et évidemment, demain, et là, c'est le métier de l'investisseur que nous on connaît, qui rejoint un petit peu celui de l'AFD aussi. Financer, évidemment, plus les entrepreneurs qui se lanceront arriveront à créer ces écosystèmes et à faire grandir des petits projets en plus gros projets, plus on pourra s'intéresser en état d'investissement aussi à ça et essayer de le faire grandir. Et je crois que c'est essentiel. Et peut-être, tu disais les femmes. Moi, peut-être un truc que je veux garder en tête, c'est que à la fin, et si on doit repartir quelque chose, les entrepreneurs à impact, c'est un entrepreneur très fragile. Enfin, c'est hyper audacieux de se lancer sur ces sujets-là parce que c'est plus compliqué. Enfin, on va y gagner moins d'argent, on va y passer beaucoup de temps et ça va être plus dur de convaincre. Du coup, et je pense que ça rejoint les barrières sur l'entrepreneuriat féminin dont on parlait juste avant. Pour faire sauter les barrières, en fait, soit on peut le faire et se dire, moi je suis entrepreneur et je vais sauter ces barrières et c'est des freins internes. Soit nous tous, moi et vous tous dans la salle, en fait, on est toujours le proche de quelqu'un qui essaye de le faire. Et j'ai appris autour de l'entrepreneuriat féminin justement qu'un des plus gros freins, c'est l'entourage. Et du coup, je me dis à chaque fois, en pensant à ça, on est tous l'entourage de quelqu'un et le premier truc à faire peut-être en sortant, c'est déjà de ne pas freiner et plutôt d'encourager les personnes qui veulent le faire parce qu'elles en ont besoin. Merci sur ces belles paroles d'encouragement. On va conclure ce panel. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de pouvoir partager vos expertises et votre point de vue respectif. On n'a malheureusement pas assez de temps pour pouvoir prendre des questions-réponses, mais on est là pendant 2 jours dans ce forum. Donc, il y a les équipes de l'AFD, je sais, sont très nombreuses. Donc, vous aurez certainement une oreille à votre écoute si vous avez des questions. Et on a hâte d'échanger avec vous dans les travées de cette belle cité de la culture. Merci à vous pour votre écoute et merci à nos speakers et Rim qui voulait donner un mot de la fin. عينك على البحر, c'est tout.